1941. Les Allemands occupent la moitié de la Russie. Hitler est sur le point de prendre Moscou. Les blindés de la Wehrmacht avancent inexorablement. Moscou. 7 novembre 1941. 24e anniversaire de la prise de pouvoir par les communistes. Par un froid polaire, 28 000 soldats sont rassemblés devant le Kremlin. Les dirigeants de l'Union soviétique ont décidé que le défilé traditionnel aurait bien lieu. C'est l'ordre du chef suprême, Staline, même si se rapproche l'apocalypse. Une jeune moscovite, Margarita Pogrebitskaya, dit « Moscou, ma patrie, mon amour, Moscou invincible. Et le 7 novembre, c'est la plus belle date du calendrier. Le rouge, ma couleur préférée, la couleur de la révolution, la couleur du sang versé en son nom. » En haut du mausolée de Lénine, Staline parle. Pour galvaniser ses troupes, Staline fait appel aux gloires du tsarisme. Et il dit, quand on compare Hitler à Napoléon, il faut d'abord se souvenir du sort final de Napoléon. Hitler ne peut pas imaginer un tel destin. La Blitzkrieg, la guerre éclair, qui devait mettre Staline hors de combat en quelques semaines, est ralentie. Mais l'Allemagne nazie dispose encore de forces considérables. Un dernier effort et Moscou sera conquise. Hitler proclame « Soldats du front de l'Est, aujourd'hui commence la bataille décisive. Nous allons écarter le danger le plus terrible depuis les Huns et les Mongols. » Moscou retient son souffle. Staline se refuse à quitter la ville et maintient sur place une partie de la population mobilisée pour creuser des fossés anti-chars. Les arrestations se multiplient, comme celle des soviétiques d'origine allemande ou du footballeur vedette du Spartak de Moscou, soupçonné d'avoir dit « Les Allemands vont prendre la ville, c'est la fin du bolchevisme ». Albina Gantimurova dit « On collectait de l'argent pour l'armée. Les femmes venaient donner leur alliance. » À Berlin, les Allemandes donnent leur manteau de fourrure. Sur le front de Moscou, s'abat sur les soldats allemands un ennemi implacable. Le froid, exceptionnel, moins 35 degrés, qui fissure l'acier des chars, solidifie les pneus des camions, gèle la graisse des armes et achève les chevaux. 5 décembre 1941. Staline et le général Zhukov, avec son état-major, la Stavka, organisent en secret une puissante contre-offensive pour dégager Moscou. 1 million de soldats soviétiques se mettent en marche. Albina Gantimurova, devenue sergent-chef, témoigne. Il y a l'ordre numéro 227. Pas un pas en arrière. Si vous faites ce pas, vous êtes fusillé.
Des policiers marchent derrière nous et ils tirent sur ceux qui reculent. Staline dit, avec son humour macabre, « Dans notre armée, il est plus dangereux de reculer que d'avancer. » La brancardière Nadejda Anisimova raconte. « Mourir. Je n'ai pas peur de mourir. La jeunesse sans doute. La mort est toujours à 2 pas. J'entends un blessé. On me crie. « N'y va pas, tu vas te faire tuer. » Je rampe, je le ramène vivant. Le commandant veut me punir d'avoir désobéi. Son second veut me décorer. À 19 ans, j'ai la médaille de la bravoure et des cheveux blancs. Je rentre chez moi. J'ai les 2 poumons perforés, une balle dans les vertèbres. Je suis paralysé. Ma mère et ma sœur me disent « On avait reçu ton avis de décès. » Sur le front, d'autres femmes souffrent et continuent à se battre. Au plus fort de la bataille de Moscou, Staline reçoit, soudain, une nouvelle d'une grande importance. Le 7 décembre 1941, la base navale américaine du Pacifique, Pearl Harbor, est attaquée par le Japon, allié de l'Allemagne. Le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, annonce que son pays entre dans la guerre. The American people in their righteous might will win through to absolute... Un nouvel allié pour Staline. Noël 1941. Moscou est sauvé, au prix de 300 000 morts. Staline fait diffuser cette image d'une femme qui se signe pour montrer que Dieu est maintenant permis. Pour les soviétiques, Staline a réussi à faire reculer Hitler de 200 km. Mais le Führer ne se sent pas vaincu. Bloqué par l'armée rouge, au nord et au centre de l'Union soviétique, Hitler prépare sur le front sud, pour le printemps de l'année suivante, une nouvelle offensive vers le pétrole de Bakou. « 28 juin 1942, les Allemands reprennent leur avance, foudroyante, 300 km en un mois. C'est l'été noir de la Russie. 23 juillet 1942. Hitler inquiète son état-major avec un nouveau projet qui divise ses forces. Hitler ordonne au général Paulus, qui avait organisé l'attaque de l'Union soviétique, de faire mouvement vers Stalingrad. Objectif stratégique et symbolique, parce que portant le nom de Staline. Et prendre ensuite Moscou à revers. Les chars allemands se rapprochent dangereusement de Stalingrad. Un réconfort pour Staline. Le 10 août 1942, atterrit à Moscou l'avion personnel du Premier ministre britannique, Winston Churchill. Avec lui, l'envoyé spécial américain, le puissant homme d'affaires Avril Harriman, coordinateur de l'aide alliée. Cette aide sera décisive. 15 000 avions, 140 000 camions, des millions de tonnes de carburant et d'approvisionnement. Molotov, ministre des Affaires étrangères de Staline, fait jouer l'Internationale, l'hymne soviétique de l'époque. Le chant révolutionnaire est écouté sans broncher par les 2 représentants du monde capitaliste. Churchill dit « Si Hitler attaque l'enfer, je veux bien m'allier avec le diable. » Churchill écrit dans ses mémoires «
je songeais à la mission qui m'amenait dans ce sinistre état bolchevique. J'avais tenté de toutes mes forces de l'étrangler à la naissance. Je l'avais considéré comme l'ennemi mortel de la liberté et de la civilisation. Et une belle limousine Packard les emmène au Kremlin, où Staline les attend. Tout se fait en sourire. Les Américains et les Britanniques ont besoin de Staline. Ils savent que le matériel n'est pas tout, il faut les hommes. Le sacrifice des soldats russes, par millions, permettra de terrasser la bête nazie. Staline réclame, en plus de l'aide américaine, l'ouverture urgente d'un second front, un débarquement allié à l'Ouest pour diviser les forces allemandes. Hitler est préoccupé par cette possibilité d'un débarquement allié. Il faut en finir à l'Est. Il faut en finir avec Staline. Il faut en finir avec Stalingrad. Les Stuka, les bombardiers en piqué allemands, achèvent leur destruction de ce qui fut la cité modèle de l'URSS. Le général Paulus lance sa 6e armée à l'assaut de Stalingrad. Les Allemands atteignent les ravins, première ligne de défense naturelle de la ville. Il se heurte à une très violente résistance des Russes. Staline dit « Si Stalingrad tombe, tout le sud du pays sera coupé de nous. Nous perdrons notre pétrole, nous perdrons la Volga, la principale route fluviale du pays. » Staline, un quart de siècle plus tôt, avait commencé ici sa marche vers le pouvoir. Carrefour stratégique entre Bakou et Moscou, la ville s'appelait alors Tsaritsyn. 1918. Le territoire contrôlé par les bolcheviks, les rouges, communistes, est attaqué par les blancs, les armées tsaristes. C'est la guerre civile. Staline joue déjà un rôle dans le premier gouvernement communiste de l'histoire, présidé par Lénine, qui apprécie sa détermination. Staline est commissaire à l'approvisionnement. Il part pour Tsaritsyn collecter du blé pour la capitale, qui a faim. Il commence par faire rafler tout le grain, déclenchant révolte et famine. Staline est chargé aussi par Lénine de surveiller celui qui assure la défense de ses riches terres agricoles, le puissant commissaire du peuple à l'armée, Léon Trotsky, qui acquiert trop d'autonomie. Trotsky, pour sauver Tsaritsyn menacée, continue à encadrer ses troupes avec d'anciens officiers de l'armée du tsar, plus compétents. Staline s'oppose à Trotsky. Il accuse ses officiers de complicité avec les Blancs. Il décide de les supprimer. Il les fait entasser dans des barges au milieu de la Volga. Staline s'improvise chef de guerre, rase les villages, fusille, répand la terreur. Il se mêle maladroitement de stratégie, mais Trotsky, avec la même violence, mais plus d'habileté, rétablit la situation. Ce qui n'empêchera pas Staline de se proclamer le vainqueur de Tsaritsyn et d'adopter cette tenue militaire qu'il ne quittera plus. Il est sur tous les fronts de la guerre civile. 1919. Les Rouges affrontent de nouveaux ennemis, français, américains, britanniques ou japonais, venus au secours des Blancs. Mais après les hécatombes de la Grande Guerre, l'aide des Alliés reste limitée.
Ils veulent surtout stopper la contagion communiste. Parce que Trotsky veut exporter la révolution. Il compte sur un soulèvement ouvrier dans toute l'Europe. Il attaque la Pologne, tout juste indépendante. Les Polonais, encadrés par les Français, repoussent les assauts des Rouges. Envoyé en renfort, Staline ne soutient pas Trotsky et 40 000 soldats bolcheviks sont capturés. « 1920. Malgré son échec devant Varsovie, Trotsky incarne toujours le communisme de guerre, la priorité absolue à l'armée rouge. Trotsky réussit à éloigner des affaires militaires Staline, qui est toujours dans le gouvernement. Chacun peut redouter ses méthodes, derrière ses petits yeux qui se plissent, quand il esquisse un sourire. Avec ses complices géorgiens, Staline, d'une main de fer, mate les séparatistes, comme à Bakou, en Azerbaïdjan. Les communistes locaux doivent célébrer la fin de leur indépendance aux accents de l'international, joué au tar, l'instrument populaire du Caucase. Staline fait aussi rentrer dans le rang l'Arménie et la Géorgie, son pays natal. Quand il rendra visite à sa mère, elle lui demandera « Dis-moi mon fils, tu n'as pas le sang du tsar sur les mains ?» Staline jure alors qu'il n'a pris aucune part à l'assassinat de Nicolas II et de sa famille 3 ans plus tôt. Prisonnier des bolcheviks, Nicolas II, avec le tsarévitch, le prince héritier, l'impératrice et leurs 4 filles, avaient été déplacés tout au long de la guerre civile, jusqu'à cette maison aux portes de la Sibérie, où ils avaient été tués. Qui avait donné l'ordre de tirer? Qui dans ce régime donne vraiment les ordres? Est-ce Lénine, le fondateur, le guide suprême? Le Conseil des commissaires du peuple, le gouvernement, dont Staline est membre? Ou le bureau politique, le Politburo, auquel appartient aussi Staline? C'est le Parti communiste qui donne les ordres. Le parti où monte le pouvoir de Staline et enfle celui des bureaucrates. Pour progresser dans cet univers, il faut la carte du parti, comme en témoigne Alexandre Dektiarev. Intégrer les rangs du Parti communiste a été le plus grand bonheur de toute ma vie. Le parti a entretenu notre morale et notre conscience. C'est le parti qui m'a donné la force de résister à toutes les épreuves. Ce qui m'a permis de survivre, c'est ma croyance indéfectible dans notre parti léniniste et nos principes humanistes. En fait de principes humanistes, la paranoïa de Lénine, de Staline et des bolcheviks est telle qu'ils ordonnent une vaste purge au sein du parti. 220 000 membres sont chassés. La police politique continue de plus belle à traquer les ennemis du peuple. Le bourreau en chef, c'est Dzerzhinsky et ses tueurs. Et Staline est un proche, un familier. Trotsky écrit dans son journal qu'il a entendu Staline dire à Dzerzhinsky « Le summum de la jouissance, c'est de repérer l'ennemi, de préparer son coup dans ses moindres détails, d'assouvir implacablement sa soif de vengeance et de rentrer se coucher tranquillement. »
Ici, à côté de Lénine, Boris Bajanov, le secrétaire de Staline. Il écrit. À une séance du comité central, Trotsky s'adresse au groupe de Staline en ces termes. « Nous vous fusillerons, tous. Oui, nous ferons cela. Vous aussi, vous voulez nous fusiller, mais vous n'osez pas. Nous oserons. » Qui fusillera l'autre? L'affrontement avait pris un tour féroce après la victoire sur la Volga contre les Blancs, quand Trotsky avait écrit à Lénine. Je considère la façon dont Staline s'approprie toute cette action de tsaritsine comme une plaie dangereuse. En faisant tourner un film, Staline forgera sa légende de vainqueur de tsaritsine et de héros de la guerre civile. Il fera rebaptiser la ville de Tsaritsine, qui deviendra Stalingrad, en russe, la ville de Staline. 20 ans plus tard, en 1942, Stalingrad est un champ de ruines aux mains des Allemands. 15 octobre 1942, les soldats d'Hitler, après 2 mois de terribles combats, ont atteint leur objectif, les berges de la Volga. De l'autre côté du fleuve, les Russes se regroupent et se réconfortent avec une déclaration inattendue de Staline. « Demain, nous danserons dans les rues. » Que veut dire Staline? Il sait que dans le plus grand secret, son chef d'état-major, le général Zhukov, prépare une contre-offensive. Le sort de son pays se joue, mais Staline a, en plus, des soucis personnels. Il attend la visite du redoutable chef de la police politique, Beria, et des principaux responsables des organes de répression. Staline leur a demandé d'enquêter sur une lettre de dénonciation provenant d'un cinéaste célèbre, Roman Karmen, qui se plaint de la liaison entre son épouse, une actrice connue, Nina Orlova, et le deuxième fils de Staline, Vassili, 21 ans, pilote de chasse au 32e régiment de la garde. Un pilote dangereux. Son père a fini par le faire interdire de vol. Il est ivre la plupart du temps. Il tire sur les lustres, bat sa femme qui vient d'accoucher. Surnommé le Tsarevitch, il organise des orgies. La lettre met aussi en cause la sœur de Vassili, la seule fille de Staline, Svetlana, 16 ans, surprise dans les bras d'un scénariste connu, Alexei Kapler, 38 ans. Staline voit mal sa fille avec un homme qui a 20 ans de plus qu'elle. Pourtant, Staline avait la même différence d'âge avec la mère de Svetlana, Nadejda, morte en 1932, officiellement d'une crise d'appendicite. Svetlana avait toujours été sa préférée. Cajolée par ces hommes d'apparence si paisible, comme celui qu'elle appelle oncle Beria, le chef de la police, ou dans les bras du tyran, qui était un bon père de famille. À l'occasion facétieux. En 1942, en pleine bataille de Stalingrad, Svetlana apprend que sa mère s'était en fait suicidée 10 ans plus tôt. Pourquoi? Un secret d'État. Le réconfort de Svetlana, c'est Kapler. Il lui fait découvrir la littérature, souvent érotique. Svetlana écrira « Ce qui troublait le plus mon père, c'est que Kapler était juif. » En ce mois de novembre 1942, la lettre dénonçant les enfants de Staline est une affaire sensible parce qu'elle touche à ce qui sera appelé la nomenclatura, la liste magique des privilégiés du régime. Les dignitaires du parti, les artistes utiles au pouvoir ou les bourreaux de la police. Tant qu'ils sont les favoris, ils vivent dans un confort inconnu du reste du monde soviétique, même au pire moment de la guerre. Ainsi, le grand amour de la fille de Staline, le scénariste Alexei Kapler, personnalité du monde du cinéma, se croyait intouchable. Il est envoyé comme correspondant de la Pravda
se faire tuer à Stalingrad. Il survit à cet enfer. Alors Staline le fait déporter en Sibérie, au-delà du cercle polaire, au camp de concentration de Vorkuta, surnommé la guillotine glacée. Accusé d'avoir des liens avec l'étranger et d'être un espion anglais, Kapler est condamné à 5 ans de goulag. Goulag, initiale de Administration principale des camps. Ce que le grand écrivain russe Solzhenitsyn appellera l'archipel du Goulag. Des centaines de camps de concentration, datant souvent de Lénine et multipliés à l'infini par Staline. En pleine guerre, au moment où le sort du monde se joue à Stalingrad, au moins 3 millions de soviétiques sont des zèques, des bagnards, pour la plupart des malheureux, raflés sans autre motif que de remplir les quotas fixés par Staline à sa police pour compenser un taux de mortalité très élevé. Cette inépuisable main-d'œuvre d'esclaves est une importante contribution à l'économie de guerre soviétique. L'or est extrait au camp de la Kolyma ou le charbon à Vorkuta. Dans ce complexe minier, descendent au fond des professeurs d'université, des violonistes, des prêtres. D'autres zèques construisent la voie ferrée qui traverse d'interminables étendues de neige. L'enfer, pour les Russes, n'est pas un brasier éternel, c'est un désert glacé. Les gardes rivalisent de brutalité. Ils se partagent les femmes, violées dès leur arrivée. Un zèque comme les autres, Miron Etlis, dit « Le camp est une école de décomposition pour tous. L'homme en sort irrémédiablement abîmé. Notre peuple tout entier a été abîmé par cette expérience collective. Le goulag est entré dans nos gènes. 1 607 000 zèques vont mourir au goulag. » Kapler, l'amant de Svetlana, la fille de Staline, survit en faisant partie de la troupe du théâtre, construit par les déportés qui divertissent l'administration du camp. Ce théâtre est animé par un zèque, ancien directeur du Bolchoï, et de nombreuses célébrités qui ont eu le malheur de déplaire à Staline. Kapler restera 10 ans à Vorkuta. Svetlana, la fille de Staline, ne l'attendra pas. Novembre 1942. Muré dans la solitude paranoïaque du Kremlin, coupé de sa famille, Staline vieillit. La bataille de Stalingrad le mobilise 16 heures par jour. Il dort quelques heures sur un lit de camp, dans son bureau. Il fume sans arrêt, et l'artériosclérose, à 63 ans, menace sa vie. « 19 novembre 1942. 13 000 canons soviétiques se déchaînent, avec les terrifiants lance-roquettes multiples, surnommés par les Allemands, pour leur rugissement, les orgues de Staline. Les armées soviétiques du général Zhukov encerclent la 6e armée allemande du général Paulus dans les ruines de Stalingrad. Hitler interdit à Paulus de rompre cet encerclement et de battre en retraite. Un mois plus tard, les Allemands sont à bout de munitions et de vivres. Les cas de cannibalisme se multiplient. Les Soviétiques avancent, partout.
2 février 1943. Le cinéaste Roman Karmen, qui avait alerté Staline sur ses enfants, a le privilège de filmer ce moment unique, la reddition du général Paulus. Le chef des forces allemandes de Stalingrad avait été fait la veille maréchal par Hitler pour le pousser à se suicider dans l'honneur. Mais Paulus dit « Je ne vais pas me flinguer pour ce caporal ». Pour Paulus, Hitler n'est plus le Führer, mais le soldat de 14-18 dont l'incompétence a conduit au désastre. Quand Paulus se retrouve prisonnier face aux Soviétiques, il ne ressent que de la haine contre Hitler. Hitler, lui, cherche à l'échanger contre le fils aîné de Staline, Yakov, prisonnier depuis juillet 1941. Staline fait répondre « On n'échange pas un maréchal contre un lieutenant ». Le cadavre du fils de Staline est retrouvé dans les barbelés électrifiés de son camp de prisonniers en Allemagne. À Stalingrad, au bout de 6 mois de combat, 500 000 Allemands sont morts, 100 000 ont été faits prisonniers. Bien peu reviendront, 10 ans plus tard. « 900 000 soldats soviétiques ont été tués, 700 000 ont été blessés. » Pour le monde entier, le grand triomphateur de Stalingrad, c'est Staline, qui pose dans son nouvel uniforme avec, sur ses épaulettes, la grande étoile de maréchal. Il est en couverture du numéro du 29 mars 1943 du plus grand magazine américain de l'époque, Life, une consécration. Pourtant, rien n'était acquis 20 ans plus tôt. 1921. Après 4 ans de guerre civile en Russie, des millions de morts, d'émigrés, d'orphelins, la famine fait des ravages. Staline s'inquiète de voir toujours Trotsky triompher sur la place rouge. Pourtant, le communisme de guerre a entraîné l'effondrement de l'économie. Le rationnement est féroce, sauf pour les 20 000 cadres du parti et de la police, qui ont droit à 4 kilos de viande et 4 kilos de poisson par mois, alors qu'un ouvrier n'a que 200 grammes de poisson. Pourri. Les ouvriers ne peuvent plus nourrir leur famille. Ils se révoltent, alors que la grève est interdite depuis décembre 1917. Trotsky dit « Toute résistance peut être surmontée par ce mot, fusillé ». C'est alors que les 18 000 marins et officiers de Kronstadt, la base navale de l'ancienne capitale, Petrograd, se déclarent solidaires des ouvriers en grève. Leur mot d'ordre, les soviets oui, mais sans les bolcheviks. Trotsky ordonne l'assaut contre les marins de Kronstadt le 7 mars 1921. Sur la Baltique gelée, 20 000 soldats de l'armée rouge avancent et derrière eux, pour les empêcher de reculer, les hommes de la police politique se positionnent avec leurs mitrailleuses. Après 10 jours de combats sanglants, les mutins, à bout de vivres et de munitions, se rendent aux soldats de l'armée rouge. 2168 marins sont fusillés et enterrés groupés. Ce sont pourtant les mêmes qui avaient permis la victoire des communistes en 1917. Mais la révolte des marins de Kronstadt oblige Lénine à faire marche arrière. Il dit « Nous pouvons revenir quelque peu sur nos pas, sans détruire la dictature du prolétariat. »
Dès mars 1921, Lénine institue la NEP, initiale de nouvelles politiques économiques. Une libéralisation temporaire mais spectaculaire. Dénationalisation, fin des réquisitions forcées, fin du travail obligatoire, rétablissement de l'héritage. Les paysans peuvent de nouveau, librement, vendre leurs récoltes. Les boutiques se remplissent. Moscou recommence à espérer et à faire la fête. Les bolcheviks ont besoin d'argent. Lénine envoie au Politburo, le 19 mars 1922, la directive suivante. Nous devons confisquer les biens de l'Église. Nous devons livrer bataille au clergé de la manière la plus résolue, écraser sa résistance avec une telle cruauté qu'il ne l'oubliera pas. Lénine conclut: la violence est la vérité de la politique. Les événements se précipitent au Kremlin. Les Rolls des dirigeants bolcheviques arrivent. Le 3 avril 1922, celui qui est appelé le meilleur disciple de Lénine, Staline, devient secrétaire général du Parti communiste. Il est puissant, mais toujours respectueux de Lénine. Son futur ministre, Molotov, dit « On me demande qui est le plus dur, Lénine ou Staline ? C'est Lénine, bien sûr. C'est lui qui nous a tous formés. » Lénine est soudain terrassé, à 52 ans, par un accident vasculaire cérébral, le 25 mai 1922. Il est à moitié paralysé. 6 mois plus tard, il est victime d'un deuxième AVC. Le comité central du parti confie à Staline le soin de veiller sur lui. Staline l'isole et empêche son entourage d'écrire quoi que ce soit sous sa dictée. Et l'année se termine par la création, le 22 décembre 1922, de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont l'emblème est la faucille du paysan et le marteau du prolétariat ouvrier. Cette annonce grandiose et la fin de la guerre civile laissent espérer un répit. Mais la terreur s'abat plus belle. Les fourgons de la police politique déversent leur cargaison de condamnés d'avance. Le commissaire du peuple à la justice, Isaac Steinberg, s'enfuit en Allemagne en 1923. Il avait dit à Lénine « À quoi bon un commissariat à la justice ? Appelons-le plutôt commissariat à l'extermination sociale. » Lénine avait répondu « Excellente idée ». Steinberg écrira « La terreur, c'est le réseau étroit de la surveillance, la police secrète qui observe tous les faits et gestes, les provocations, les formes méprisantes, humiliantes et douloureuses des interrogatoires, les prisons bondées où l'on affame, les déplacements de population, les réquisitions, les confiscations qui frappent les affamés et les épuisés. Staline porte le cercueil de Lénine. La veuve de Lénine, Nadejda Krupskaya, révèle qu'il aurait quand même réussi à dicter un testament où il aurait dit « Staline est trop brutal. Je propose aux camarades d'étudier un moyen de le démettre de son poste de secrétaire général. » Staline réagit très violemment et oblige, sous la menace, la veuve de Lénine à publier un démenti dans la Pravda. Tous ceux qui portent le cercueil
les fidèles des fidèles, les bolcheviks de la première heure, qui chercheront à utiliser ce testament pour écarter Staline, en mourront. Le vrai testament de Lénine, respecté à la lettre par son héritier, Staline. Ce sont ses préceptes. L'épuration sans fin du corps social, la traque du parasite, le faux communiste, infiltré dans les organes du parti-État. La tâche essentielle est de se débarrasser de ces parasites, des survivants de la maudite société capitaliste. Pour Staline, comme pour Lénine, ce sera la purge permanente. La lutte contre l'ennemi ne sera jamais achevée. Pendant que la dépouille de Lénine est rapidement embaumée, Staline fait dynamiter le sol gelé devant le mur du Kremlin pour poser les fondations d'un mausolée, d'abord en bois, puis en granit rouge et marbre noir, avec une tribune sur laquelle les tout-puissants dirigeants communistes viendront dominer le peuple. Mais le peuple aime Trotsky et Staline est encore obligé de l'applaudir. Une lutte à mort souterraine ne fait que commencer. Devant le tombeau, les pionniers et les komsomols, les jeunesses communistes, défilent toute l'année. Dans leur rang, Vassili Nikolaïev pleure. Il dira « Mais comment le grand Lénine peut-il être mort? C'est impossible, c'est un saint. » Le culte de la personnalité commence. Staline institue une commission pour l'immortalisation de la mémoire de Vladimir Ulyanov, dit Lénine. Et le nom de Lénine est donné à Pétrograd, l'ancienne capitale, Saint-Pétersbourg, qui s'appellera désormais Léningrad. 1943. Depuis 2 ans, les Allemands encerclent la ville. Hitler n'a pas réussi à s'emparer du premier symbole du pouvoir soviétique, Stalingrad, et s'acharne sur l'autre symbole, Léningrad. Hitler dit « Je vais raser cette ville, anéantir sa population, elle ne se relèvera jamais. J'en fais le serment solennel. » C'est l'un des plus longs et des plus terribles sièges de l'histoire. 800 000 habitants meurent de faim. Tania Savitcheva, 13 ans, a écrit un petit journal intime, devenu un trésor national russe. En 9 pages, Tania résume son calvaire. 28 décembre, Genia est morte. 25 janvier, grand-mère est morte. 17 mars, Lyoka est mort. 13 avril, tonton Vassia est mort. 10 mai, tonton Lyosha est mort. 13 mai, maman est morte. La 10e page ne sera jamais écrite, parce que Tania est morte d'épuisement. C'est toute la souffrance et la résistance du peuple soviétique. Mais a-t-il une autre mémoire que celle de la malédiction ? « 1925. C'est le temps où les enfants de Moscou croient en l'avenir et acclament les héros de la Révolution, réunis autour de Staline, qui marche vers le pouvoir. Ici, les premiers bolcheviks, Zinoviev, Kamenev, Voroshilov ou Boukharine qui se méfie de Staline. Il dit
C'est un intrigant sans principe qui subordonne tout à sa soif de pouvoir. Il change de théorie au moment où il parle, selon la personne qu'il a décidé d'éliminer. Mais tous s'allient à Staline pour lutter contre Trotsky, toujours soutenu par beaucoup de militants. Staline, pour supprimer les débats et les contestations, fait alors donner les cartes du parti à des prolétaires, descendants de prolétaires. Ils sont sans instruction ni formation politique. Mais ils seront toujours reconnaissants à Staline de leur avoir permis de s'élever dans la bureaucratie. Trotsky est bientôt sifflé et petit à petit marginalisé. Staline n'a pas encore le pouvoir de tuer ses ennemis. Mais au bout de 3 années de lutte tenace et de complot perfide, il obtient l'exclusion du parti de Trotsky. Staline peut alors humilier Trotsky, l'exiler dans une lointaine république soviétique d'Asie centrale, le faire filmer, encadré sans ménagement par des policiers dont le chef, à droite, pistolet dans la poche, dirige la caméra. Staline obtient ensuite du Politburo que ce fondateur de l'URSS soit accusé d'activité anti-soviétique et expulsé. « 21 décembre 1929, Staline a 50 ans. Il est le maître absolu de l'Union soviétique. Il convoque les caméras au Kremlin devant une statue de Lénine pour signifier qu'il est son continuateur. Avec ses hommes de main, dont le dévouement aveugle est gagé sur leur vie, Staline peut enfin se débarrasser de la NEP, la tentative libérale, et se lancer dans la collectivisation. Dans les couloirs du Kremlin est affiché le quotidien du parti, la Pravda, avec ce titre en première page. Un grand salut bolchevique aux plus grands dirigeants communistes du monde. « 20 ans plus tard, il sera réellement l'un des hommes les plus puissants de la planète. » « 25 novembre 1943, Staline prend l'avion pour la première fois. Il a peur en survolant son Caucase natal. Il se rend à Téhéran pour une conférence entre les principaux alliés contre l'Allemagne. Staline est assez puissant maintenant pour imposer comme lieu de rencontre son ambassade en Iran, sécurisée par un bataillon de policiers soviétiques et truffé de micros. Staline surprend les témoins. Il boite et son bras atrophié ajoute à sa démarche d'ours. Churchill, en uniforme de la Royal Air Force, prend la pose. La cérémonie d'ouverture de la conférence commence par l'Internationale, encore un temps, l'hymne soviétique. Staline, qui décide seul de tout, s'est entouré pour la galerie de ses vieux complices. Le maréchal Vorochilov et Molotov, son ministre des Affaires étrangères. Churchill offre à Staline, au nom du roi George VI, une épée sur laquelle est gravé « Au courage héroïque des citoyens de Stalingrad ». Vorochilov a le malheur de faire tomber l'épée. Il jette un regard éperdu à Staline. Il sait qu'il va se faire insulter devant tout le monde. Jusqu'à ce qu'un policier le soulage de son fardeau. Ensuite, Churchill et Staline rejoignent le président des États-Unis, Franklin Roosevelt,
handicapé et fatigué du long voyage à Téhéran. Staline cherche à se rapprocher de Roosevelt, qu'il juge, d'après les écoutes, naïf et malléable. Staline a besoin d'un appui contre Churchill sur la question du second front. Churchill voudrait attaquer par le sud, qu'il appelle le ventre mou de l'Europe, et prendre les Russes de vitesse, arriver le premier à Berlin. Mais Staline obtient le débarquement en Normandie, plus éloigné, pour le printemps 1944. Roosevelt montre sa sollicitude à Staline pour la photo officielle. Tous espèrent être présentés à Staline, comme Sarah, la fille de Churchill. L'atmosphère est à l'optimisme. Staline vient de mettre en échec Hitler à la bataille de Koursk. Churchill dit « Dieu est aux côtés des Alliés ». Staline répond « Le diable est avec moi, le diable est communiste ». Staline va-t-il devenir le maître du monde ? Сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать.